Pour Gaël Brustier, essayiste, politologue et conseiller politique, la France est aujourd'hui en manque de politiques qui ont une vision du temps long. Pourtant, elle en a connu au cours de son histoire. Il cite notamment le père Joseph, un capucin qui devient petit à petit le conseiller principal et l'ami du cardinal de Richelieu. Notre société vit au rythme des prédictions qui nous menacent de catastrophes imminentes. Pour retrouver la politique et peser sur notre destin, il faut, inspiré par la personnalité du père Joseph, s'émanciper du court terme, réintroduire les invariants de l'histoire et comprendre les urgences véritables. Bonjour Gaël Brustier. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors vous publiez Les Analphabètes au pouvoir aux éditions du Cerf. Relire les bons conseils de l'éminence grise de Richelieu. C'est qui ces analphabètes au pouvoir ? C'est un peu tout le monde. C'est, disons, un peu notre époque, en fait, qui est coaché dans l'immédiateté, qui réagit au quart de tour à n'importe quel événement, mais qui l'a oublié la minute d'après. Et c'est ce qui est désespérant quand moi j'ai été politologue de plateau, on va dire, pendant quelques années. Petit à petit, enfin très vite, la politique a perdu tout son sens puisque il devient très compliqué de commenter une vie politique qui a réagi simplement à des stimuli dans l'immédiateté, à Twitter, aux chaînes d'infos, à la prise de parole de position, à l'affichage des ambitions personnelles et à la déliquescence en fait des grandes familles politiques et des grandes familles idéologiques. On arrive à une vie politique qui est fondamentalement, pour ceux qui étaient passionnés par la chose publique, devenue grandement sans intérêt, mais pas sans danger. Vous pouvez nous présenter le père Joseph, cette éminence grise de Richelieu dont vous parlez ? François du Tremblay était en fait issu de la noblesse et est un moine capucin, c'est-à-dire il y a une réforme 1528, réforme de l'ordre franciscain, qui est la réforme capucine. Cet ordre va devenir un ordre extrêmement populaire en Europe. Il va produire des gens qui, comme le père Joseph ou comme Marco d'Aviano, sont à la fois les confesseurs, les éminences grises des puissants, et sont un ordre qui est extrêmement populaire des plus pauvres, puisqu'ils vont nu-pieds, et qu'en général, quand il y a des épidémies, ils sont toujours les premiers sur la ligne de front, grosso modo. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que à la fois il a le souci de son prochain dans la rue, et à la fois il conseille les puissants dans les palais, et il voyage en Europe pour assurer la paix et négocier au mieux avec notamment les États rénans, les États protestants, et mener une politique qui est celle, grosso modo, de ce qu'on appelle le parti des politiques en France. Alors vous mettez par la voix du père Joseph en parallèle temps long, et court terme. Nous vivons dans une dictature de l'immédiateté, selon vous ? C'est une immédiateté où on prend des positions grandiloquentes pour des gens qui ne sont pas encore nés, qui seront là dans 150 ans. On conspue des gens qui étaient il y a 350 ans sans remettre en perspective du tout leur action. Et on réagit sans jamais avoir de suite dans les idées. Et surtout, on a une indifférence totale à nos contemporains. C'est ce qui est très frappant dans les questions aujourd'hui. Vous avez une immense pauvreté dans les rues de Paris. Vous avez l'impression que ces gens sont transparents. Mais de la même façon, vous avez des rapports de force internationaux terribles qu'on est en train de voir éclater, et c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc vous avez une classe politique qui passe sa vie soit à faire du symbolique, soit à parler de nomination et à redistribuer les cartes en permanence, et qui perd toute espèce de cap. Le cardinal Bustillo dit que l'Occident a perdu son GPS intérieur. Je trouve que l'expression est très bonne. Notre classe politique, médiatique, etc., ces gens ont perdu effectivement un GPS philosophique, spirituel, intellectuel, qui leur permettent de dégager un sens à leur action. Or, on est dans l'ère du chiffre, du comptable, mais dans l'indifférence des grandes imprécations, des grandes menaces sur la fin du monde, la fin des temps, etc., etc. Mais on n'est pas fichu de s'occuper de nos contemporains. On veut écourter la vie des vieux. On accuse les boomers d'avoir tous les torts. Voilà, on vit dans des mythes qu'on se fabrique, je dirais, avec son petit mixeur idéologique au quotidien. Vous avez des exemples à nous donner là de cette immédiateté ? Je pense par exemple peut-être à la crise du Covid qui a été un exemple de dictature de l'immédiateté. On a réagi très vite. C'était très compliqué, il faut être très honnête. Le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, était face à une société qui refusait l'hypothèse de la mort. Et on est tombé dans une société où on ne voulait pas
que les gens approchent leur mourant. Donc il y a eu une espèce de dictature de l'immédiateté, de césarisme sanitaire qui s'est développé à ce moment-là. Ce qu'on n'a pas voulu voir, parce que tous les articles de journaux, les premiers 15 jours, c'était formidable de se retrouver chez soi et de faire des tartes au quetch avec les enfants. Mais simplement, on a vu qu'il y avait une chute de la fécondité, de la natalité l'année suivante, contrairement à ce que racontaient certains. Et d'autre part, on a vu des phénomènes exploser, comme le trafic de drogue et la consommation stupéfiante, la consommation chez les licoristes, etc., etc. Donc on a une société qui s'est fragmentée, où les gens se sont repliés dans des petites casemates individuelles, et où on a grandement encore fragilisé la société française. Mais le gouvernement de l'époque pouvait-il faire autrement ? Ça, je ne sais pas trop si c'était possible la société n'acceptant pas les morts. Ce qui était visible, c'était que M. Véran, par exemple, posait à côté du compteur de morts tous les jours avec une satisfaction jubilatoire qui était assez suspecte. Et la mise en scène de soi, même dans les plus grands drames, il faut... si vous voulez, c'est des gens qui sont sur le Titanic, mais qui font des selfies toutes les 2 minutes pour montrer qu'ils y sont. Donc, c'est aussi cette dégradation de la parole publique, même dans son expression syntaxique, d'ailleurs, qui devient de plus en plus pauvre, il y a de moins en moins de mots, etc., qui est sous prise de la dénonciation permanente. Il faut dénoncer quelqu'un, donc il y a des pétitions à n'en plus finir pour dénoncer bidule ou truc, etc., etc. Mais il n'y a plus de sens, comme je disais, ni du temps long, ni des rapports de force internationaux, ni des urgences sociales, écologiques, etc., véritables. C'est-à-dire qu'on zappe en permanence d'un sujet à l'autre, et il n'est pas du tout étonnant que les gens n'aient plus l'intention d'aller au bureau de vote, ou qu'ils changent de chaîne quand ils entendent un politique. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Au débat politique. C'est un débat partisan, c'est un débat entre pro-Macron, anti-Macron, mais on ne peut pas dire qu'il y a un véritable débat politique sur l'avenir de la nation. Quant au président, lui, c'est un moulin à paroles tel que il dit blanc un jour, noir le lendemain, ça ne lui pose aucun problème. Il met ses gants de boxe un jour, il est en aviateur un autre. Il y a une espèce de... J'aurais pu l'appeler aussi les immatures au pouvoir, parce qu'il y a une forme de société immature dans les élites politiques, médiatiques, etc. Une très très grande immaturité. Des gens qui ne voient pas le danger, mais qui en inventent des faux. Et justement, quel est le danger pour notre société ? Le danger, c'est d'abord c'est la crise en fait spirituelle, morale, intellectuelle de notre société, l'indifférence à l'autre, les solutions faciles, le zapping, la mise en scène de soi, l'image, l'argent et le pouvoir pour le pouvoir. On se demande parfois, d'ailleurs, moi j'ai rencontré beaucoup de politiques, les anciens étaient assez sains, mais on se demande pourquoi ces gens se battent autant pour arriver à des postes où ils n'exercent finalement aucun pouvoir et n'ont l'intention de rien faire. C'est un des grands paradoxes de notre vie politique aussi. Il y a un manque de hauteur, de recul finalement avec ça ? Il y a beaucoup de lacunes. D'abord, le désintérêt total pour la culture historique, la culture politique. Même le Parti socialiste ou les partis de droite avaient encore une culture politique il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette culture, cette transmission. Plus de transmission de l'histoire, plus de transmission de ce que sont les grands invariants géographiques, culturels du monde par lesquels on peut comprendre ce qui se passe. De ce faisant, on se prive de tous les outils pour avoir une véritable analyse politique. Comme je disais, l'analyse n'est plus alors que comptable, et elle se fait sur la base d'une morale tout à fait aléatoire au jour le jour. Le temps long, c'est ce qui manque aux politiques aujourd'hui, si je vous comprends bien. Oui, pour plein de raisons d'ailleurs. C'est que maintenant on fait une carrière, mais même plus de carrière politique. On n'a plus de destin politique évidemment. On fait plus une carrière partisane. On fait une carrière. Et donc on voit bien que Madame Oudéa, etc., que c'est une ligne sur le CV que de devenir ministre. Donc ils ne se projettent finalement que sur le temps de leur propre vie professionnelle. Ils ne se projettent pas sur le temps long de l'histoire de la nation. Ce temps long-là, ils sont assez indifférents. Comme je vous dis, l'histoire, c'est tout à fait triste de voir que le Palais Bourbon est fréquenté par des gens qui en ignorent toute l'histoire, qui en ignorent même les archives, la bibliothèque et toute la richesse. Mais ils ignorent aussi leurs concitoyens, c'est-à-dire que il y a l'indifférence pour moi au temps long, l'indifférence à la nation, c'est aussi l'indifférence au peuple et à la société, l'indifférence à l'autre. Il y a une espèce de... Tous les sujets sont traités sous l'angle de l'évidence,
et de la mise en scène de soi larmoyante. Regardez La fin de vie, c'est un groupe de parole, c'est pas un parlement. Les gens sont là pour raconter leur expérience avec leurs anciens qu'ils ont perdus. Même Berger, par exemple, qui a fait après la parole, c'était une histoire tout à fait émouvante, mais comme on en a tous vécu, on en vivra tous. L'incapacité totale à mettre en perspective ce sujet-là en termes civilisationnels. Ce que c'est que de donner la mort, ce que c'est qu'un geste létal, ce que c'est qu'accompagner la fin de vie, ce que c'est toujours de la vie, comme disait je sais plus qui. Tout ça, ils sont indifférents. Il faut poser et surtout se saisir de Twitter pour montrer qu'on est en séance, pour montrer qu'on a quelque chose à dire. C'est la même façon dont on traite les morts célèbres. Regardez Twitter, chaque fois qu'il y a un mort célèbre, Robert Badinter par exemple, mais parfois des gens, des Américains, des hommes politiques américains ou femmes politiques américaines, j'en cite une, Madame Ginsburg, où tout le monde se rue sur Twitter pour montrer qu'il est ému par la mort de quelqu'un, ce qui n'est pas, pour moi, le premier geste qu'on fait dans une civilisation qui se porte bien. On n'a pas... il faut prendre un peu le temps, peut-être, surtout qu'on zappe très très vite. C'est comme RIP, dès qu'il y a un accident avec des enfants impliqués, c'était le cas. Ce qui était très choquant, c'est la récupération qui a été faite à Annecy, quand les petits-enfants ont été sauvés par l'attaque au couteau. Les hommes politiques, quand même, alors que les parents ne savent pas si leur enfant est en vie ou pas, se ruent sur Twitter, ou des personnalités se ruent sur Twitter pour exprimer leur horreur devant ce qui se passe. Mais enfin, un peu de pudeur. Vous n'êtes pas là pour tweeter toute la journée. C'est la trumpisation des esprits. Trump est comme ça, il commence à 5h du matin et il tweete toute la journée. Eh ben, c'est exactement pareil avec la grande majorité de notre personnel politique qui, comme il n'a plus rien à faire, passe sa vie à envoyer des tweets et à faire des tweets clash avec je sais pas qui. Mais comment on en est arrivé là? Vous parlez beaucoup des nouvelles technologies de Twitter actuellement, là. Il y a d'abord la fragmentation de la société progressive par le matérialisme libéral, le consumérisme individualiste, qui a fragmenté la société, la fin des grandes idéologies, l'incapacité à donner un sens à l'action politique et à ce que l'action politique soit effective. Puisque on s'aperçoit que c'est une espèce de moulin à prière vide qui tourne en permanence. Et les nouvelles technologies, le fait que nous ayons aussi, ce qui est un problème, 4 chaînes d'infos continues qui doivent meubler avec des débats qui font perdre tout sens en fait à la notion même de débat. C'est des comptoirs où chacun vient déverser ce qu'il a à dire, parfois des choses intéressantes, et puis le plupart du temps, c'est totalement inintéressant. Mais cette concurrence et cette obsession de l'immédiateté, de la réaction en direct, par les réseaux sociaux, l'obsession de la mise en scène de soi, par des hommes politiques qui se prennent pour des héros de séries américaines, House of Cards, etc., parce que c'est leur seule référence maintenant. Même le Premier ministre qui appelle ses conseillers les Power Rangers. Donc on tombe de plus en plus bas dans les références. Nous, on rêvait d'être Richelieu quand j'étais petit. Enfin, pour ceux qui prétendent être politiques, maintenant ils rêvent d'être Power Rangers. Vous voyez. Donc il y a quand même un déclin intellectuel certain, une fragmentation sociale, une destruction de beaucoup de piliers de notre société, une absence de repères. Alors, c'est peut-être très réactionnaire ce que je dis, mais c'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui de faire prendre conscience à un homme politique ou une femme politique des priorités réelles de la nation, lui montrer ce que l'on voit dans la rue et qu'il ne voit apparemment pas, puisqu'il ne fait que se regarder dans son téléphone portable. C'est assez embêtant si vous traversez Paris et que vous passez votre temps à tweeter. Vous voyez pas quand même qu'il y a quand même un paquet de SDF, pas toujours d'ailleurs très calme, qui parcourent nos rues. Je pense qu'il y a une espèce d'autofiction de la classe politique aujourd'hui. Comment s'en sortir? J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est grâce à la spiritualité? Est-ce que ça peut être une issue? La spiritualité, il y a la religion, il y a la foi. La spiritualité, pour moi, c'est d'essayer d'avoir quand même... La révolution spirituelle, c'est de donner un sens nouveau à ce que c'est qu'être une femme, un homme au XXIe siècle, de retrouver un sens à tout ça, qui ne soit pas l'espèce d'absurdité permanente à laquelle on est soumis, de voir où sont les dangers, de les hiérarchiser. Tout n'est pas ces pauvres jeunes qui se sont trouvés une cause en allant jeter de la soupe sur les tableaux. Ils ont, à mon avis, ils vont tomber de haut. Et les jeunes Anglais, d'ailleurs, vont tomber de haut très vite. On a une armée qui, comme disait, je ne sais pas qui, ne tient même pas dans le Stade de France.
Et on a en face des puissances qui ne nous sont pas tout à fait acquises pour l'instant, et des alliés qui risquent de pas nous être très fidèles. Donc il va falloir se réveiller. Je pense que ça va devenir... L'histoire nous rattrapera, parce que je pense qu'elle est de nouveau en marche, et que elle ne se fait pas, en tout cas dans le sens où ces pauvres petits chéris croient qu'elle se fait. Alors un jour c'est révolte alimentaire, l'autre jour c'est révolte climatique, etc., etc. C'est assez pitoyable de voir le déclin de la pensée à ce point-là, ce qui ne condamne pas du tout la cause écologique, au contraire, mais qu'ils connaissent un peu, qu'ils hiérarchisent les sujets, qu'ils hiérarchisent les enjeux. On a une incapacité dans le flot d'informations qui est le nôtre à hiérarchiser les enjeux. De ci, de là, le temps long est quand même présent, j'ai l'impression. Il est plus présent, par exemple, dans les quartiers, dans les campagnes, où c'est une impression. Comme ça, le temps long... Le temps de réflexion, le temps d'agir, le temps d'assimiler les informations. Non, je pense on voit aussi un dépérissement de la vie politique locale, c'est un fait, l'absence de sens que beaucoup d'élus locaux, qui fondamentalement, de l'extrême gauche à l'extrême droite pour la plupart, dans toutes les mairies, font les mêmes politiques et l'enrobent de manière un petit peu différente. La réflexion existe encore, elle existe... Il y a des réflexions, si vous prenez des syndicats... dans l'Église en particulier, l'Église a 2000 ans d'histoire, beaucoup de ses ans de religion ont 800 ans, ça donne beaucoup de recul pour envisager le temps à venir. Mais c'est vrai que on a mis en tête à une partie de la société qu'on allait vers des temps épouvantables, mais on leur montre jamais les vrais dangers immédiats, c'est-à-dire à 1 an, 2 ans. Et c'est ça. Alors, il y a encore des corporations, des syndicats, des gens qui ont une vision de long terme. Je pense à ceux qui travaillent dans l'industrie. Ils savent très très bien les rapports de force, les filières d'approvisionnement, la géographie du monde. Et donc, on a en général des conversations très intéressantes. Mais si vous repartez sur par exemple, le monde des médias, je constate que de plus en plus, les médias parlent des autres médias. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez des articles, vous réveillez le matin avec des articles d'un grand journal du soir qui vous expliquent en permanence qu'un tel est parti de telle antenne pour aller à telle autre, qu'un tel a fomenté une rébellion à la rédaction de je ne sais pas où, et ils ne parlent plus que de leur corporation. Vous avez des journaux du matin aussi qui se complaisent uniquement là-dessus, ou dans la traque, la dernière mode, c'est la traque de l'extrême droite, partout. Il faut traquer l'extrême droite, sans qu'on sache bien maintenant quel est le concept, qui est visé, etc., etc. Et il y a aucune espèce, comme je disais, de mise en perspective historique de ce qui nous arrive. La marginalisation de la France, personne n'en traite. La menace russe ou la menace d'implosion de l'Europe à cause de la guerre en Ukraine, etc. Bon, un massacre en chasse un autre, une affaire en chasse une autre. On passe allègrement d'ailleurs des punaises de lit au Hamas. C'est vrai. Donc il y a cette absence de hiérarchisation. Je pense que nous avons une société qui est intelligente, qui regorge d'intelligence, mais elle n'a pas choisi forcément les meilleurs pour hiérarchiser les enjeux. C'est un peu le constat que je fais. Justement, pour revenir aux politiques, voyez-vous quelqu'un émerger qui pourrait faire changer les choses ? Les faire changer, ce sera très dur. Il y a des gens intelligents en politique, il y a des gens qui ont des compétences. Il faut être très soucieux et pas simplement de la compétence de se faire connaître, de se faire voir et de faire des pics en direction des voisins comme certains ministres. C'est la capacité à entraîner une machine d'État, à la bousculer un peu pour mener une vraie politique. Il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, ils ne sont pas majoritaires, il faut être très clair. On a une paupérisation intellectuelle dramatique du personnel politique. Les meilleurs, en fait, sont déjà partis. Il faut dire les choses, sauf exception, où ils ont fait un pas de côté. Et vous avez c'est pas, si vous voulez, c'était la start-up nation de Monsieur Macron s'est transformée en syndic de faillite en vérité. Et on s'aperçoit que, en fait, d'innovation et de mise en marche du pays, nous sommes de plus en plus englués dans un verbalisme épouvantable et dans la non-action. Les pauvres agriculteurs en feront les frais d'ailleurs. Faut pas se leurrer, mais c'est un système qui marche à vide,
Et c'est un système sans, comme je dis, c'est sans préoccupation pour le citoyen, fondamentalement. Il y a une indifférence, un basculement dans la fiction complète de tout un pan de notre vie politique. Vous avez des hommes politiques qui vous racontent, comme je disais, qui sont un tel ou un tel. Dans telle série américaine, dans House of Cards, je suis un tel. Mais en fait, non, vous regardez des séries Netflix, c'est pas la réalité, c'est pas la vie. La vie, elle est au coin de la rue, là. Et ça, je pense qu'ils sont assez dépassés par ce qui se passe, dépassés par leurs administrations, dépassés par beaucoup de choses, et que fondamentalement, on n'aura plus jamais, très vraisemblablement, de grands politiques comme on a eu. En ce qui les concerne, c'est le long terme aussi, c'est le côté carriériste finalement qui prime. Leur long terme à eux, ils se bornent à demain et à leur compte en banque. Faut dire les choses. Il n'y a pas de vision pour la nation. De l'immense majorité des hommes et des femmes politiques, il y a des gens dévoués à leur collectivité, c'est certain. Il y a des gens qui font bien leur boulot pour leur mairie, mais il y a une indifférence à ce qui fait la réalité de plus en plus pesante sur le destin de notre nation, qui devient un problème majeur, quasi civilisationnel pour la société française au moins. Les Italiens sont pas tellement mieux, les Allemands ça n'a pas l'air d'aller fort. Enfin, je pense que c'est aussi c'est l'Europe et l'Occident plus largement qui sont en train de connaître ce déclin intellectuel et même plus politique. Maintenant, on attaque l'os là. Il faudrait, je sais pas, une révolution spirituelle. Oui, mais ça dépend de chacun. C'est se soustraire à l'immédiateté, se soustraire au consumérisme, essayer d'avoir une appréhension du destin de la société de manière un peu plus profonde, un peu plus généreuse. C'est pas donné. On peut pas faire un pays miroiter à toute une jeunesse qui vont devenir influenceurs et régler les problèmes du pays en même temps. Il y a un problème. Voilà. Et alors, comme il reste plus à la politique grand-chose, il reste le symbolique, les nominations, les panthéonisations, et tout ça marche à vide en fait. On s'aperçoit que voilà, parce qu'il n'y a pas comme je dis, il n'y a pas de prise en compte historique, de réflexion historique sur le destin de notre nation, qui n'est peut-être pas si joyeux que ça, et qui ne dépend peut-être pas simplement que de la montée des eaux. Votre regard est un petit peu sombre, on va trouver une solution quand même. Donnez-nous un peu d'espoir pour conclure. Non, je pense que, ce que je vous ai dit, je pense que c'est une société intelligente, avec des gens intelligents parfois à sa tête, mais qui ne pensent pas. Il faut se remettre urgemment à penser le monde dans la réalité, et pas simplement dans les fausses évidences ou tous les gadgets intellectuels qu'on nous sort toutes les semaines. Merci Gaël Brustier. Merci. Je rappelle que vous êtes essayiste, politologue, conseiller politique et vous publiez ce superbe ouvrage Gaël Brustier, Les analphabètes au pouvoir. C'est aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été le grand témoin de ce matin. Merci beaucoup.